Bon, je suis très heureuse de pouvoir vous présenter, d'accueillir Elisabeth Piot, qui était tout d'abord une collègue, puis amie, et on s'est rencontrés donc pendant une résidence que j'avais faite à Beauvais. Donc on avait travaillé ensemble, elle avait écrit un texte sur mon travail, on s'était bien entendu. Et puis on s'est retrouvés quelques années plus tard en tant que collègue donc à l'université de Picardie Jules Verne à Amiens en art plastique. Donc Elisabeth Piot est artiste, maître de conférence en art plastique. Et donc là nous présente ce soir en fait le début de ces recherches passionnantes en fait qui posent vraiment comme fond de questions, en tout cas c'est ça qui m'intéresse, mais il y a plein d'autres choses. Finalement cette question entre l'artiste et l'artisan, et donc la place entre art et artisanat dans le milieu de l'art contemporain, voilà, jusqu'à aujourd'hui quoi. Voilà. Je te laisse la parole maintenant. Merci Jessica, grand merci pour cette invitation, et puis voilà aussi c'est l'occasion si tu veux, l'occasion de rencontrer, voilà, de parcourir ces espaces que tu tutoies, et ça c'est superbe. Et puis je me sens tout à fait honorée, voilà, de réaliser cette conférence qui, comme Jessica vous l'a dit, est une première exploration de nouvelles recherches pour moi que j'ai mis en œuvre dans le cadre d'un projet d'habilitation à diriger des recherches, mais ça, c'est une autre affaire. Donc, comme l'annonce le diaporama, voilà, il s'agit donc de faire en tout cas un petit état des lieux de la fortune critique du livre du potier de Bernard Leach, qui a été dont la première édition était en 1940 à Londres chez Faber & Faber. Voilà. Dans son ouvrage Faire, Anthropologie, archéologie, art et architecture, publié pour la première fois en 2013 dans sa langue originale, puis en 2017 en français, l'anthropologue britannique Tim Ingold réfute un modèle opérant depuis Aristote lorsqu'il s'agit de penser la relation entre la forme et la matière, nommé le modèle ilémorphique. Il écrit à ce sujet: depuis Aristote, cette distinction entre corps et âme a été considérée comme l'instanciation d'une division plus générale entre la matière et la forme. D'après Aristote, toute substance est un composé de matière et de forme rassemblés à l'acte de création. Là réside, comme nous l'avons observé dans le chapitre précédent, la base du modèle ilémorphique de la fabrication. Fin de citation. Et c'est bien souvent à la lumière de ce schéma, jugé insoutenable par l'auteur, qu'est traditionnellement entendue la distinction entre artiste et artisan. Pour le citer encore une fois, il écrit: dans cette perspective, le travail de l'artisan reviendrait à faire se succéder les unes aux autres les différentes étapes de fabrication, comme d'autres font un collier en enfilant des perles. Fin de citation. En effet, le modèle ilémorphique revient donc à dissocier la pensée du faire et le matériau de la forme. Cette perspective a invité Ingold à penser ses enseignements non pas comme le lieu de la transmission d'un corpus de savoir préconstitué, mais un espace où nous n'apprenons qu'en faisant. Il revient à ce titre sur une expérience éclairante de fabrication de paniers en osier avec ses étudiants. Il conclut: la forme n'était pas imposée à la matière de l'extérieur, mais engendrée par le champ de force qui se déployait dans les relations entre l'osier et le vannier. Certes, cette réflexion de Tim Ingold sur le faire, sur la division plus générale entre matière et forme, conforte nos intuitions préalables sur l'invalidité de ce schéma lorsqu'il est frotté à la pratique de la céramique contemporaine, mais il stimule aussi notre lecture de son histoire, de ses récits, nous invite à considérer dans le même mouvement ce champ de force à l'œuvre pour penser la création non pas comme, et là je recite Ingold, une itération d'étapes, mais plutôt une itinération, dans le sens où la forme émerge du mouvement et des propriétés physiques des matériaux.
Ce mouvement dont parle Ingold est à entendre au sens littéral, celui du geste par exemple, mais aussi au sens de celui peut-être moins tangible de la culture et ou de l'histoire. La pratique de la céramique est une pratique exigeante en énergie, en force et à de multiples niveaux. Elle présuppose des connaissances a priori, véhicule un imaginaire de la transmission, lui aussi, a priori, où on devrait apprendre d'elle avant de la comprendre. C'est un matériau finalement chargé de ce schéma idémorphique. Et force est de constater que de nombreux artistes pratiquant exclusivement la céramique ou l'intégrant à une pratique moins exclusive ont, depuis la modernité, déconstruit avec plus ou moins de patience ce schéma. Schéma dans lequel le poids d'une formation artisanale, de certains modèles ou de certaines visées, considérant la céramique comme un matériau à dominer par la connaissance, ont pu peser, ou peut-être, a contrario, ont pu dynamiser, comme le sous-tendent les propos, les recherches de Glenn Adamson, historien de l'art américain, qui perçoit le craft, que l'on va traduire ici, un peu faute de meilleur équivalent français, par artisanat, comme une limite active qui a permis à la céramique moderne et contemporaine de questionner frontalement, puissamment son identité, son histoire, voire de s'en inventer une nouvelle. Dans son ouvrage Thinking Through Craft, publié en 2018, le caractère dynamique de ce flirt entre art et artisanat dans le travail de Peter Voulkos, Glenn Adamson l'aura perçu comme exemplaire, à bien des égards, de la façon dont le craft, ou plutôt un certain imaginaire de l'artisanat céramique, agissait comme un espace plus complémentaire que restrictif à l'épanouissement d'un questionnement des champs conjoints de la sculpture et de la céramique. Dans le cadre de sa réflexion, il écrit au sujet du travail du sculpteur céramiste américain Peter Voulkos. Ainsi, même si toutes les personnes impliquées auraient détesté l'admettre, la friction productive de l'œuvre de Voulkos était qu'elle était, après tout, faite d'argile. Les ramifications historiques et théoriques qui conduisent Glenn Adamson à asseoir l'importance du matériau dans la lecture de l'œuvre de Peter Voulkos sont bien complexes. Ce qu'il faut en comprendre pour être rapide est qu'à l'époque de la reconnaissance du travail de Voulkos et de l'Otis Group, toutes les manières d'être potier, toutes les façons traditionnelles de travailler l'argile ont été attaquées. Glenn Adamson relève les propos de John Copeland, commissaire de la fameuse exposition Abstract Expressionist Ceramics en 1966 à l'Université de Californie, comme ayant réussi, je cite, à parfaitement capturer les attitudes envers l'argile qui animaient le groupe Otis lorsqu'il a écrit qu'ils avaient écrasé l'approche artisanale ossifiée de longue date de l'utilisation de formes cuites et émaillées. Finalement, cette sculpture céramique pratiquée par Voulkos pour être adoubée par l'establishment se devait de violenter son matériau et ses imaginaires pour être admise, voire assumée comme sculpture, intégrée au rang des beaux-arts, tout comme l'était à l'époque la peinture expressionniste abstraite. À ce titre, il va évoquer un article de Rosalind Krauss, une théoricienne de l'art américaine, qui analyse le travail d'un autre céramiste de l'Otis Group, John Mason, dans lequel elle concluait qu'être céramiste sculpteur dans les années 1950-1960 revenait d'une certaine manière à être marginal par rapport à la sculpture. Dans les associations sémantiques avec la poterie, la céramique représente cette branche de la culture trop intime, trop fonctionnelle, trop archaïque pour que le terme sculpture puisse lui être appliqué. Glenn Adamson va décrire l'effet produit par ricochet sur l'accueil fait à la céramique et à ceux qui voulaient revendiquer sa pratique comme telle. De fait, la position adoptée à Otis laissait l'avenir de la céramique dans un état de doute radical. Les préoccupations de technique, de sobriété et de nuances qui avaient motivé les potiers d'atelier depuis le début du XXe siècle ne s'étaient certainement pas estompées. Mais ceux qui s'intéressaient à ces valeurs traditionnelles seraient désormais contraints de défendre constamment leur conservatisme. Voulkos avait contribué à instaurer une situation finale où la seule façon d'être potier d'avant-garde serait de renier totalement son statut de potier. Toutefois, et avec une certaine malice à l'encontre d'une vision linéaire de l'histoire, Glenn Adamson rappelle que le travail de Voulkos était bel et bien fait d'argile. Son adhésion à un parti pris fondamentalement céramique dans l'approche des formes et des techniques
et le questionnement dont les œuvres de Voulkos témoignent après 1967 rend la lecture antipote de sa carrière bien plus complexe qu'il n'y paraît. Il écrit au sujet des œuvres de cette période: quelques coups de couteau sommaire ou des morceaux d'argile blanche incrustés de kaolin sont tout ce qui reste de l'homme sauvage d'Otis en parlant de son travail de glaçure traditionnelle en frêne, et à quel point il s'agit bien d'un travail fait d'argile. Et c'est bien cette zone de fiction entre le craft et les beaux-arts que Glenn Adamson invite à penser non pas comme une frontière, mais comme une limite, un horizon actif qui a permis à la céramique moderne et contemporaine de questionner son identité. Que reste-t-il aujourd'hui de ce flirt au sein de la céramique contemporaine? Comment se sont déployées à l'époque contemporaine d'autres approches, d'autres façons de considérer le matériau, de l'approcher, de l'enseigner? Comment se sont formulés d'autres imaginaires et sont-ils encore opérants aujourd'hui? Finalement, et c'est peut-être tout l'enjeu de ce questionnement dont je vous propose l'introduction ce soir, c'est quelles propriétés, quels récits du matériau céramique persistent, insistent, sont communément partagés et partageables au-delà du temps. Et c'est à cet endroit que mes préoccupations se rejoignent, car il m'a semblé que pour examiner ces itinérations du matériau céramique, il fallait commencer par examiner l'activité des personnes et des espaces qui en sont les passeurs. Car si nous vivons un âge d'or de la céramique aussi puissant et partagé que le sous-tend le titre de l'exposition Flamme, l'âge de la céramique, 2021-2022 au Musée d'Art moderne de Paris, il faut certes que des relais d'attention envers ce matériau existent, activent ces énergies, mais aussi les portent à l'examen, les prolongent par la réflexion et par l'écrit. Et quand on y regarde de plus près, en tout cas en France, bien peu d'ouvrages à portée théorique cherchent à proposer une réflexion traversante sur la céramique. Et dans mon souci de mieux comprendre ces itinérations du matériau céramique, à l'époque contemporaine, à la recherche de sources, afin de les analyser pour identifier ces points communément partagés, un ouvrage en particulier a attiré mon attention parce qu'il fait partie de peu d'ouvrages de référence qui font vœu d'une théorie sur la céramique, et aussi, surtout parce qu'il a reçu un accueil exceptionnel, et cela depuis sa première parution en 1940. Il s'agit du livre du potier de Bernard Leach, publié dans sa version originale à Londres en 1940, traduit en 6 langues, japonais, allemand, néerlandais, suédois, espagnol et français, réédité en continu et encore considéré comme la Bible du potier. Dans l'Hexagone, l'accueil de la traduction française du livre du potier en 1973 fut tel qu'il vitalisa le secteur de l'édition céramique. En attestent les nombreuses publications concernant la céramique par l'éditeur de la traduction française Dessin et Tôlera qui le suivirent, et en 1981 la création de la revue de la céramique et du verre. Je viens d'Amiens, j'ai été formée à la sculpture à l'université de Picardie-Jules Verne et j'y ai découvert la céramique. Et il se trouve que c'est à Amiens que le projet de traduction française du fameux livre du potier de Bernard Leach a vu le jour, et cela 33 ans après sa parution originale. L'occasion était donc bien trop belle pour moi pour ne pas examiner plus en avant le contenu de l'ouvrage et sa fortune critique. Comment un livre si important, à en constater sa réédition continue et ses nombreuses traductions, a pu compter pour une communauté en dehors de sa terre d'accueil, d'une histoire et aussi longtemps, et dans quelle mesure son influence a invité à la mise en place de nouveaux imaginaires céramiques et ou à révéler avec plus de force ceux déjà existants. Et finalement, est-ce que cette pensée couchée dans un livre aura réellement eu une incidence sur le fer et ses productions? Je vous propose donc aujourd'hui de porter à l'examen le contenu, en tout cas de l'ouvrage, en regard de la biographie de son auteur et des marques tangibles de sa lecture par les céramistes, puis d'y frotter des éléments de la carrière de 3 céramistes qui ont pu, donc de la génération post-Leach, va-t-on dire, qui ont pu avoir des contacts assez réguliers avec Leach et sa pensée. Loutieraille, Hans Cooper, tous 2 réfugiés en Angleterre, et dans une moindre mesure Francine Delpierre, française, qui séjournera en Angleterre en 1956 et qui va travailler dans l'atelier de Loutieraille.
A Potter's Book, du céramique britannique Bernard Leach, paraît donc dans sa langue originale en mai 1940 chez les presses londoniennes Faber & Faber. Cet ouvrage a la double teneur, donc celui d'une sorte de manifeste à destination du potier contemporain et d'un manuel détaillé contenant des expertises tant esthétiques que techniques sur les 4 principales sortes de céramique. Donc pour l'auteur, glaçure raku japonaise et décoration sur glaçure, poterie vernissée et le grès et la porcelaine orientaux. L'ouvrage a reçu un accueil exceptionnel. En France, pourtant, la publication de sa traduction en 1973 est tardive, malgré que son existence soit connue d'après-guerre. Elle est le fait de Bernadette Lotte-Sulmon, céramiste et professeure à l'École régionale des beaux-arts d'Amiens, et de Mathilde Scalbert-Beleg, qui à l'époque était un peu simplement la mère d'une jeune élève de l'école, familière de la langue anglaise. Elle assurera par la suite, en collaboration avec Bernadette Lotte-Sulmon ou seule, la traduction donc de nombreux ouvrages sur la céramique. Les tirages successifs en France, suite à l'apparition de la traduction française au 3e trimestre 1973 chez Dessins et Tollerat, dépasseront les 21 000 exemplaires donc en 2016. Pourtant, à la lecture de l'ouvrage, on regarde certaines références qui semblent a priori bien éloignées de la culture française, comme celles faites aux penseurs du art and craft et à la philosophie zen extrême orientale. La lectrice contemporaine que je suis a somme toute la sensation d'être tombée dans une faille spatio-temporelle. Faille spatio-temporelle certes due aux 33 ans qui séparent l'édition originale de la traduction française, mais en regard de l'attente et de la réception de l'ouvrage par le public français en 1973, cette faille ne semble pas que due à ces 33 ans écoulés, mais bien à des mouvements historiques complexes et des entrelacements théoriques qui, on le verra, non pour certains de paradoxal que l'apparence. L'enthousiasme qui entoure l'ouvrage de Bernard Leach tient à de multiples raisons qu'il convient maintenant de mettre au jour, tant elles éclairent le paysage de la céramique européenne à cette époque. La substance de l'ouvrage se tient en effet au carrefour de lignes dominantes, toujours actives à l'époque et apparaissant dès la seconde moitié du XIXe siècle, comme le relèvent ces propos de Tamara Préau et de Serge Gauthier. Les changements de goût et de mentalité qui avaient lieu dans la seconde moitié du XIXe siècle avaient profondément influé sur la production des fabriques de céramique artistique. Mais les mêmes circonstances ont également permis l'entrée en scène d'un personnage absolument nouveau, le studio Potter, appellation plus sombre de notre céramiste d'art. Plusieurs facteurs ont contribué à sa naissance. En premier lieu, la réaction contre les méfaits de l'industrie menée en Angleterre par John Ruskin et William Morris et en France par Eugène Viollet-le-Duc, s'accompagnait d'un éloge de l'artisan et d'une réhabilitation des techniques médiévales. Cette prise de position avait suscité la renaissance de techniques de la faïence ainsi que celle du grès traditionnel. Le deuxième facteur important fut la révélation à l'Europe du reste du monde. Après l'éblouissement causé par les envois japonais aux expositions universelles de 1963 et 1967, on redécouvrit peu à peu les pays à riche tradition céramique, tels que la Chine, la Corée ou le Moyen-Orient, avant les œuvres primitives d'Afrique ou d'Amérique du Sud. Les propos de Tamara Préau et de Serge Gauthier révèlent, avec force de synthèse, deux grandes tendances de l'histoire de la céramique européenne qui condescendent de façon prédominante dans l'ouvrage de Leach et ses intentions. En premier lieu, donc, la réaction contre les méfaits de l'industrie, qui s'accompagne d'un éloge de l'artisan et d'une réhabilitation des techniques médiévales, et en second lieu, la révélation à l'Europe du reste du monde. Ces deux grandes tendances vont se cristalliser dans une figure de céramiste nouveau dont Bernard Leach tente, dans le livre du potier, de mettre au jour le modèle, donc celui du studio Potter, que l'on traduit ici, faute de mieux, par potier d'atelier ou céramiste d'art à la façon des auteurs. Un modèle qu'il veut, certes, en accord avec son temps, mais dont la forme est pétrie de nombreuses influences fort éloignées et dans l'espace et dans le temps. La parution originale du livre du potier en 1940 est prise dans le tissu d'un mouvement capital pour l'histoire de la céramique contemporaine qui prend donc assise dans l'apparition de la figure du studio Potter. Figure, certes britannique, mais dont des modèles d'attitudes similaires se manifesteront dans d'autres sphères géographiques à la même période. Oliver Watson écrit au sujet du contexte qui voit émerger la figure du studio Potter en Angleterre
La Première Guerre mondiale a anéanti les vestiges des arts et l'organisation de l'artisanat, même si les idées persistaient. Les savoir-faire traditionnels étaient encore plus marginaux dans l'économie du pays qu'ils ne l'étaient à la fin du siècle précédent. L'espace laissé par l'industrie, en abandonnant les savoir-faire manuels de la classe ouvrière, pourrait être entièrement occupé par des artistes de la classe moyenne pour leur propre compte à des fins expressives ou professionnelles. Kraft est né. Dans le monde des arts et métiers, il existait une nette différence de classe entre les réalisateurs ou les concepteurs et les employés qui produisaient l'œuvre. Il aurait été peu orthodoxe que l'artiste de la classe moyenne se charge du travail manuel. Mais désormais, les potiers, artistes, artisans pouvaient fabriquer eux-mêmes la poterie et se salir les mains avec de l'argile. Le contact même de la main de l'artiste sur le matériau devient une partie importante de l'expression artistique et une marque importante pour le propriétaire. L'art et l'artisanat sont unifiés dans un individu unique. Fin de citation. C'est donc dans ce contexte, à la suite de la Première Guerre mondiale, là où tout est à reconstruire, que la figure de l'artiste artisan potier se détermine, inaugurant un nouveau modèle de céramiste qui conçoit et façonne lui-même sa production dans des quantités relativement faibles, souvent seul ou entouré par une petite équipe. Son modèle d'entreprise se distingue de celui des manufactures, où celui qui pense l'objet n'est pas le même que celui qui le façonne et où les problématiques commerciales et techniques inhérentes à la production en masse rentrent en compte de façon plus déterminante. Comme Oliver Watson le précise, l'apparition de la figure du studio potter inaugure un changement radical qui ne sera vraiment identifié par les professionnels du chant et par le grand public que dans les années 1930. On pourra supputer que le contexte d'après-guerre est favorable à ce changement d'attitude dans la mesure où il faut presque tout réinventer. De nouvelles façons de travailler ouvrent la voie à de nouvelles attitudes ou est-ce l'inverse ? Aussi, et d'une certaine façon, il poursuit ou plutôt reformule la stimulation et l'intérêt pour la céramique extrême-orientale apparaissant à la fin du XIXe siècle et qui se manifeste notamment par une attention particulière pour le grès, qui aura profondément marqué l'activité des céramistes en Europe avant la Première Guerre mondiale. En Angleterre, terre natale de Leach, dans les années 1920, la formation des jeunes potiers est alors exclusivement assurée par les écoles des beaux-arts. On pourrait dire que l'enseignement de la céramique est le modèle spécifique d'artiste artisan qui se met au jour via le modèle du studio Potter y est, en 1920, mal assis, entre deux chaises, celle des beaux-arts et des arts appliqués. Les propos de Oliver Watson sont éclairants pour comprendre le contexte de cet enseignement de la céramique et de sa pratique. En 1920, donc, année où Leach revient du Japon avec le potier japonais Soji Hamada pour installer sa poterie, la Leach Poterie, à Saint-Yves en Cornouailles. Oliver Watson nous dit il n'y avait que peu d'enseignements pertinents pour les potiers d'ateliers indépendants dans les écoles d'art. Leurs cours étaient orientés vers la formation de dessinateurs pour l'industrie et l'accent était mis sur la conception sur papier, le modelage et la réalisation de moules en plâtre pour formes à réaliser. Le tournage était réalisé en cas de besoin par un artisan professionnel sur les dessins fournis par l'étudiant. Ainsi, à bien des égards, tous ces premiers potiers étaient eux-mêmes enseignants. Vren et Lune ont tous deux recherché des potiers professionnels pour leur enseigner cette compétence et ont eu du mal à obtenir leur propre tour. Il n'y avait pas de four adapté aux petits potiers indépendants disponibles dans le commerce. Vren et Stet Murray ont conçu les leurs et Vren a vendu des modèles pour un four destiné à une utilisation en atelier. Comme l'invite à supposer ces propos, la ségrégation entre beaux-arts et artisanat dans les écoles, couplée aux pertes industrielles tant en matériel qu'en hommes, qui ont également profondément bouleversé le fonctionnement de l'industrie, auront concouru à l'éloignement et à l'appauvrissement des réseaux de compétences techniques convocables par ces nouveaux types de céramistes et leur auront, dans le même mouvement, laissé la place, d'une certaine façon. Pour toutes ces raisons, la vocation technique de l'ouvrage de Leach, notamment ses plans de four et ses recettes de glaçure, a pu être particulièrement bienvenue chez la jeune génération, et cela au-delà des frontières de l'Angleterre. À ce titre, on pourra mentionner la construction d'un four grâce au livre du potier par le céramiste belge Antoine de Vinck entre 1950 et 1951. En 1954, il le traduit en français et le diffuse auprès des potiers de son cercle, dont le français Daniel de Momolin,
dont on connaît l'importance de la lecture en ceci qu'elle motiva sa recherche sur les émaux de grès. Et c'est aussi au contexte géopolitique mondial que se frotte avec une certaine audace l'auteur soucieux de jeter un pont beyond East and West pour donner forme à l'art de demain, à l'heure où l'alliance anglo-japonaise vit ses dernières heures avant que ne se déclenche la guerre du Pacifique. Il résonne également des ambitions sociétales lourdes d'héritage et de sens quant aux idéaux de l'artisanat pré-industriel développés par les penseurs britanniques des Art and Craft, associés à la pensée japonaise de Yanagi, comme on le verra ensuite. Pour comprendre ce mélange d'influences, cet entrelac de sources, de figures convoquées, penchons-nous un peu plus en avant sur la vie de Leach et scrutons les moments et moyens de sa reconnaissance. Bernard Leach, né à Hong Kong en 1987, d'un père avocat de l'administration coloniale et d'une mère qui va décéder dans son enfance, dont les parents ont œuvré en tant que missionnaires à la création de la première université chrétienne au Japon. En tant qu'enfant de la colonisation britannique de l'Extrême-Orient, Bernard Leach va passer son enfance au Japon, à Hong Kong, à Singapour. Et à l'âge de 10 ans, il sera envoyé en Angleterre pour y poursuivre ses études. À l'encontre de l'avenir dans le secteur bancaire tout tracé par son père, il se forme au dessin et à la gravure. Quand il retourne au Japon en 1910, c'est avec l'ambition non pas de se former à la céramique, mais d'y développer la gravure. Il va y rencontrer de jeunes artistes et intellectuels japonais formant le fameux groupe Shirabaka, soucieux d'inscrire leurs origines en regard des avant-gardes européennes, dont le philosophe Soetsu Yanagi. Ensemble, ils se définissent comme la génération montante, comme un nouveau Japon qui rassemblerait les meilleurs éléments de la vie artistique occidentale et les meilleurs éléments d'une culture japonaise qu'ils jugent de plus en plus menacée. C'est avec l'artiste Tomimoto Kenshiki que Leach rencontrera sa vocation, la poterie, lors d'une soirée raku. Edmund de Waal relate dans sa biographie de Leach cet événement crucial. Son attention pour la gravure se dissipe d'emblée. Il écrira « Il fut fasciné sur place, pris du désir de se lancer dans ce métier ». Suite à cette rencontre d'avec le raku, Leach se forme à la poterie auprès d'un artisan potier âgé, qui s'appelait Urano Shigekishi, pardonnez-moi, connu sous le nom de Kenzan VI, héritier de la tradition Kanza, et se positionnera en tant que céramiste au contact de ceux qui vont constituer le mouvement japonais d'avant-garde dit d'art populaire Mingei. Il est difficile de définir rapidement le Mingei, les propos donc de Stéphane Martin dans le catalogue de l'exposition L'Esprit Mingei au Japon, au musée du Quai Branly en 2008, nous éclairons sur son esprit et son incidence importante sur le design contemporain. C'est à cette même période et au sein d'une même famille que se noue au Japon, entre Soetsu Yanagi et son fils Sori Yanagi, le débat entre la pérennité des cultures traditionnelles et l'adoption de la civilisation industrielle. L'un s'alarme de la disparition d'un artisanat des campagnes qu'il contribue à révéler, l'autre compte parmi les premiers designers japonais et son influence demeure étonnamment vive. Ce qui pourrait apparaître comme une rupture devient continuité sur la foi que l'un et l'autre portent aux valeurs éthiques qui doivent accompagner les hommes dans leur relation aux objets les plus usuels de leur vie quotidienne. Ces objets trouvent leur qualité dans l'exigence d'efficacité transmise de génération en génération et dans la beauté qui résulte des pratiques de fabrication et de l'intuition créatrice de chaque artisan. Sollicité par le ministère de l'Industrie et du Commerce du pays afin de conseiller la fabrication des produits destinés à l'exportation, 3 créateurs étrangers de grand renom, Bruno Todt 1933, Charlotte Perriand 1940 et Isamu Noguchi en 1950 mettent en valeur les potentialités techniques des traditions locales et leur inscription possible dans la création contemporaine. Ici, le fameux tabouret Butterfly du fils de Soetsu Yanagi, Sori Yanagi, et puis là, rapidement, on le voit, hein, ces œuvres de Charlotte Perriand qu'elle va réaliser suite à ces 2 voyages au Japon.
C'est donc avec Soetsu Yanagi, aux prémices du développement de l'esprit Mingé, que Leach cherchera à penser un modèle de société nouvelle où l'artisanat local serait une sorte de clé de voûte, où la leçon des anciens serait des guides. Les écrits de Soetsu Yanagi et de Bernard Leach pensent de concert l'artisanat et ses productions comme une sorte de voie pragmatique et aussi spirituelle par laquelle une société harmonieuse et saine est possible, dans les pas de William Morris en son temps. Ce modèle d'artisanat se veut manuel pour se distinguer du mécanique et provincial, on dirait aujourd'hui local, pour se distinguer des formes croissantes de la centralisation urbaine. Utilisant les ressources de son territoire et capable, par les fruits de sa production, d'enrichir les campagnes appauvries. Les productions de cet artisanat qu'ils veulent de qualité et en masse enrichiraient quant à elles leurs usagers, y compris les plus modestes de l'expérience du beau, associés aux voies de l'éveil zen. Le beau utile, dont nous parlent Soetsu Yanagi et Bernard Leach, est pensé par le prisme de la simplicité, de la sobriété, de l'absence de prétention, et va de pair avec son adéquation à la fonctionnalité sans qu'elle lui soit totalement subordonnée. Cet artisanat, en plus de constituer le terreau d'un programme économique vivifiant les campagnes et décentralisant l'économie, bien théorisé par Yanagi, et d'une certaine façon mis en œuvre dans l'atelier de poterie de Leach à Saint-Yves, petite ville côtière isolée du sud-ouest de l'Angleterre, se voit chargée d'une sorte de mission spirituelle capable de remédier au vide et à la stérilité repérés dans leur société d'accueil. Oliver Watson voit à ce titre dans le pot idéal de Leach et de Yanagi un ethical pot, un pot éthique, réceptacle spirituel et moral capable d'endiguer à lui seul les effets de l'industrialisation grandissante, préfigurant à sa façon ces solutions que nos sociétés contemporaines tentent de mettre en œuvre à l'ère de l'Anthropocène, comme la production raisonnée à petite échelle, consommation locale en circuit court et le retour à une sorte de sens perdu retrouvé dans l'humble travail de la terre et non invasif car non mécanisé, une sorte de green pot en somme. S'y dessinent également les contours matériels et esthétiques du pot idéal de Leach, qui se gorge de traditions et de passé, et dont l'acmé est repéré dans les traditions potières chinoises où culmine la poterie de la dynastie Song. Ces critères, qui sont finalement les critères de beauté associés aux critères de bonne utilité, il faut, selon Leach, les réinventer, mais en s'appuyant sur, je le cite, ce qu'il y a de meilleur dans les époques primitives et peut, en ce qui concerne le grès et la porcelaine, accepter sans hésitation le modèle Song. Fin de citation. Cet intérêt pour la poterie Song est connecté à l'engouement croissant de la première décennie du XXe siècle pour la poterie chinoise médiévale, suite à la découverte notamment de tombes contenant de nombreuses céramiques des époques Tang et Song, alors peu connues par l'Europe, et en même temps qu'il est influencé par une sorte de nationalisme qui invite à la redécouverte, en tout cas en ce qui concerne Leach, d'une sorte de style national anglais, dont l'engouement remarquable pour le décor à l'engobe et pour le grès au sel vont constituer deux de ces manifestations. Oliver Watson écrit à propos de l'effet de ces découvertes, l'effet des découvertes des céramiques Tang et Song, qu'elles sont d'une simplicité harmonieuse, comparativement à la flamboyance des porcelaines Ming et Qing, décorées d'émaux polychromes bleus sous glaçure ou de brillants émaux de couleur sandbœuf, très appréciés alors. C'est donc cette sorte de double influence en matière de style et de détermination des productions qui va placer donc les productions des studios Potter sous le signe d'une certaine sobriété de forme, de couleur et de texture des glaçures. La production de Leach commencera à porter les marques d'une recherche d'une céramique britannique traditionnelle quand il réside et travaille à Abiko entre 1917 et 1920, c'est-à-dire finalement peu de temps avant son départ pour l'Angleterre, avec le potier japonais Soji Yamada, donc en 1920. Edmund de Waal va en repérer l'influence directe dans un plat raku de Leach intitulé Hair Dish, l'assiette au lièvre, de 1919, offert à Yanagi et décoré à la manière de Toft. Donc ce potier anglais
du XVIIe siècle qu'on a pu voir tout à l'heure, par l'utilisation donc de l'engobe sous glaçure, du motif centralisé, un lièvre, et de la signature de Leach imposante et stylisée sur le bord large du plat. La production de Leach à cette époque, que l'on a pu qualifier de folkcraft, est traversée tous azimuts de ses inspirations qu'il retient et emprunte. Edmund de Waal écrira « Il engobe la porcelaine, le grès et le raku avec une décoration en émail sur glaçure inspirée de la porcelaine japonaise, commence à émailler certains pots en céladon et en émaux profonds noirs de fer en réponse à ces pièces, donc aux pots song et aux pots coréens. » Et comme écrit précédemment, il met en place des inspirations décoratives, donc attribuées à la tradition anglaise. En 1919, à Abiko, Leach est à ce moment de sa carrière reconnu pour son travail, sa vision de la poterie, donc au Japon. Son retour en Angleterre et l'installation de son atelier sans visage, donc avec Soji Hamada, disposant d'une grande expertise technique, notamment de l'émail. À l'été 1920, Leach, sa femme Muriel, leurs 3 enfants, dont Davin Andrew et William Michael, qu'on reverra plus tard, partent pour l'Angleterre et s'installent à Saint-Yves, en Cornouailles, à l'ouest de Londres. Avec l'aide d'Hamada et d'ouvriers locaux, ils construiront l'atelier, la maison d'habitation et 2 fours à bois, un four à chambre en pente dit climbing clean et un four à coups. En 1923, le four principal va être remplacé par un four plus adapté, construit selon les plans d'un potier japonais connu de Leach. C'est ce four que l'on peut toujours voir à la poterie de Saint-Yves. Toutefois, l'expérience de Saint-Yves avant la Seconde Guerre mondiale est problématique. Force est de constater que certaines visées de Leach s'accordent trop peu, sinon très mal, à la réalité. Tout d'abord, le rapport à l'artisanat n'est bien sûr en Angleterre pas le même qu'au Japon. En Angleterre, à cette époque, peu de céramistes assurent toutes les étapes de la création. Le décor dispose encore de ses lettres de noblesse, mais le tournage, lui, comme on l'a déjà vu, n'est pas considéré ni enseigné en école supérieure. Ni le grand public, ni des étudiants susceptibles de devenir assistants ne sont formés à recevoir cette céramique que Leach entend révéler. De plus, en termes de ressources locales, en Cornouailles, le bois n'est adapté à la cuisson est trop rare, les argiles sont de mauvaise qualité pour le travail projeté, et le premier four, on l'a vu, n'était pas adapté non plus. Finalement, l'adéquation si chère de Leach à la production faite avec les ressources du territoire s'en avère bien éprouvée. Ces facteurs vont clairement alourdir, voire empêcher un développement stable des productions sortant de l'atelier, et par là même, finalement, l'épanouissement et la diffusion des grandes idées esthétiques et sociales de Leach. Des tentatives furent mises en œuvre pour pallier ces difficultés et se rapprocher de ce pot idéal. Un des exemples que repère d'ailleurs Edmund de Waal est l'utilisation d'une glaçure plombeuse à partir de galène, donc présente sur le territoire de Saint-Yves et utilisée naguère, et l'adoption de types de contenants comme des chopes à bière, en tout cas, et d'une imagerie en rapport avec le territoire et des pratiques de consommation populaire. Ici, on a donc cette fameuse assiette, justement, avec le motif de la sirène de Zénore. L'arrivée de Michael Cardew, qui va en quelque sorte remplacer Hamada, reparti au Japon en 1923, va aussi, lui, grâce à sa connaissance de la céramique de North Devon, donc une céramique du 19e siècle attribuée à la région de Devon, au sud-ouest de l'Angleterre, va également apporter avec lui une nouvelle proximité avec cette céramique britannique, 18e, excusez-moi, avec cette céramique britannique traditionnelle en matière de type de couverte plombeuse et aux façons de la décorer, notamment via le décor à l'engobe avec incision ou sgraffito. Mais à l'aune de la Seconde Guerre mondiale, force est de constater que les revenus de Leach viennent de la vente de ses envois au Japon, forte des expositions soutenues par Soetsu Yanagi, et par des revenus touristiques, des touristes de Saint-Yves qui achètent des souvenirs typiques à l'atelier ou repartent avec leur pot raku. Dans les années 1920, la situation de la poterie Leach et de Leach lui-même n'est donc pas confortable et sa reconnaissance n'est pas évidente.
Oliver Watson va soutenir que c'est dans cette période que, en fait, ce sont les mécènes de Dartington Hall et l'implication donc de son fils David qui auront sauvé l'atelier Saint-Yves de la faillite. Ce couple de mécènes, les Helmhirst, vont investir une somme considérable pour la modernisation de l'atelier et le fils de Leach, David, va prendre des cours vraiment techniques au collège technique de Stoke-on-Trent et va justement introduire dans l'atelier la cuisson au mazout et diverses machines pour préparer l'argile qui était alors réalisée à la main. Donc toutes ces innovations techniques et puis l'argent injecté pour l'atelier vont permettre une amélioration assez immédiate de la qualité et de la quantité des productions de l'atelier. La Leach poterie ainsi stabilisée, c'est alors que la Seconde Guerre mondiale aura paradoxalement joué un rôle assez heureux, voire très heureux, dans la carrière de Leach. Edmund de Waal écrit à ce sujet: la Seconde Guerre mondiale a servi de catalyseur à l'attitude de Leach à l'égard de la fabrication de peaux. La demande de peaux de collection a disparu et l'ambiance et les conditions de guerre, et là Edmund de Waal cite Leach, nous ont dans une certaine mesure amenés à changer de cap. Les exigences relatives à la nécessité ont pris le dessus et nous avons commencé à fabriquer davantage de la vaisselle standard que nous avions introduite avant la guerre. J'ai fabriqué des prototypes, je les ai dessinés sur des cartes avec des mesures attachées et celles-ci ont été distribuées à ceux qui fabriquaient des tasses, des soucoupes, des gobelets, des bols, des cruches, etc. Naturellement, le prix de nos pots ménagers ordinaires était inférieur à celui de ceux que nous avions fournis aux galeries d'art. Nous avons donc dû prendre des mesures pour augmenter la production. Cela préserve un lien utile avec les exigences de la vie elle-même. Les usines étant engagées dans les travaux de guerre essentiels, Leach va présenter son idée de pot nécessaire, necessary pot, aux autorités et a obtenu le droit d'employer des objecteurs de conscience ainsi que de la main-d'œuvre locale. Leach pouvait enfin soutenir que la poterie fabriquait de véritables articles utilitaires. La Seconde Guerre mondiale aura finalement permis à Leach de produire des céramiques en accord avec ses visions régionalistes et utiles à la société et de se faire une place auprès des institutions en étant reconnu comme une sorte de défenseur de l'artisanat. De plus, Leach était l'un des seuls potiers importants à rester sur le territoire. L'activité de l'atelier de Saint-Yves y sera divisée donc entre la réalisation d'articles utilitaires et les productions de céramiques signées Leach. Selon Edmund de Waal, s'il faut retenir un apport significatif du travail de Bernard Leach lui-même à la poterie contemporaine, il s'agit du choix de non émailler le pied des pots afin de revendiquer la matière du tesson et par là les valeurs tactiles de la terre. Il écrit « Le pied du pot n'est pas émaillé pour montrer les qualités de l'argile » et là il cite Leach « Le pied est un symbole, ici je touche la terre, sur ceci je me tiens, mon terminus » écrira-t-il. C'est sans doute l'une des plus grandes contributions de Leach à la poterie d'atelier occidentale, l'exposition claire de l'importance des valeurs tactiles de l'argile cuite. Le pot chinois Song, dans cet ordre, semblait être la manifestation la plus claire d'une préoccupation contemporaine croissante pour la vérité des matériaux. Cette préoccupation pour la vérité des matériaux passe par une certaine affirmation de leur qualité propre, comme c'est le cas pour les pieds non émaillés, et via une certaine austérité, on l'a vu, des palettes colorées qui se réduisent à la couleur des matériaux premiers. Cette vision est communément partagée par Yanagi dans sa capacité à véhiculer les multiples pouvoirs sémantiques de la terre, à la fois politique comme terroir, à la fois spirituel comme limon de création du démiurge et à la fois philosophique ou plus précisément phénoménologique comme cristallisation des valeurs du toucher et des sens contre une forme d'opticalité ou d'intellectualisme. Cet intellectualisme va être attaqué donc à de multiples reprises dans les livres du potier, comme lorsque Leach fait référence à ce qu'il nomme le fonctionnalisme et qu'il reproche à ses contemporains comme Picasso ou Le Corbusier par exemple. Son livre du potier aura donc paru en Angleterre pour la première fois en 1940 au moment d'une forte reconnaissance de son travail et de sa vision en Angleterre. Après-guerre, son activité importante d'accueil de stagiaires à la Leach Poterie va renforcer elle aussi sa reconnaissance en formant une sorte d'école Leach.
À cette époque, donc, l'influence de Leach est forte et la poterie trouve une nouvelle place dans les écoles anglaises, dans les écoles d'art anglaises. En même temps, d'autres approches du matériau céramique se font sentir. Oliver Watson écrit « Dans les années qui suivirent immédiatement la guerre, la situation de l'artisanat changea complètement. Les écoles d'art remplies d'anciens soldats passionnés. L'accent a été mis davantage sur les enseignements des arts et de l'artisanat dans les écoles et des cours de formation ont été organisés pour former des enseignants. De plus en plus de collèges et d'écoles d'art ont commencé à enseigner la poterie comme une matière artisanale plutôt que comme une formation au design industriel et le nombre de potiers pratiquants a énormément augmenté. La période d'après-guerre est souvent considérée comme l'interaction de deux courants rivaux, l'école orientaliste ou éthique, incarnée par Bernard Leach d'un côté, et le modernisme, représenté par Luzi Rai et Hans Koper de l'autre. On touche là un point assez déterminant, qui est celui de l'apport, en tout cas, de cette nouvelle génération qui n'embrasse pas dans son ensemble les orientations de Leach. Et qui va finalement révéler, comme l'a noté Watson, l'existence de deux familles, et cela dès le début des années 1950. Pourtant, une certaine proximité est à l'œuvre dans ce trio Leach, Rai, Koper, rendant la rivalité sous-entendue plus complexe et plus prolixe qu'il n'y paraît. Hans Koper naît en Allemagne en 1920. Son père était juif, non sa mère. Il avait un frère de 5 ans, son aîné. Son père dirigeait une petite usine textile qui permettait à toute la famille de vivre confortablement. Adolf Hitler devient chancelier du Reich en 1933. La vie de la famille bascule peu à peu. Hans Koper parvient à fuir l'Angleterre seul pour Londres en 1939. En 1940, une vague d'internement prend dans ses filets les réfugiés du national-socialisme. Hans est interné en Angleterre, puis au Canada, et il réussit enfin à retourner en Angleterre en s'engageant dans les Pioneer Corps. Dureté, misère, santé minée furent le lot de ces années. En 1943, jugé trop faible physiquement par l'armée, après de nombreux détours malheureux où son désir de devenir sculpteur ne faiblissait jamais, et grâce à une organisation d'entraide aux réfugiés et émigrés, il parvient à être embauché dans un petit atelier qui cherchait de la main-d'œuvre pour réaliser des boutons en céramique à Londres, à Paddington, dans l'atelier d'Albion News. L'atelier était tenu par une potière réfugiée de Vienne, Luzi Rai. Luzi Rai, à Vienne, avant la guerre, était une potière de renom. Maintenant, en Angleterre, comme le dira Tony Burks, fabriquer des boutons était une question de survie. Il s'agissait de boutons pour la haute couture et la confection. À cette époque, le nouveau gouvernement socialiste anglais soutenait les activités artisanales comme celle-ci. Luzi Rai avait 20 ans de plus que Hans Koper, et c'est dans cet atelier que le soir, après le travail, Hans commença à être sculpteur, et cela pourtant avec un tour. Il répétera à une amie potière roumaine qu'il faisait de la sculpture et non de la poterie. Luzi Rai, arrivé en Angleterre en 1938, avait tissé de multiples contacts et s'était construit un cercle d'amis dont certains allaient jouer un rôle crucial pour elle, mais aussi pour Hans, dont Henri Rothschild et Muriel Rose. Un autre contact de Luzi Rai était un certain Bernard Leach de Saint-Yves. Tony Burks écrit dans sa biographie de Hans Koper « Il est intéressant de voir les réactions des visiteurs de Lucie au début de la carrière de Hans, et particulièrement celle de Bernard Leach lui-même. Tout en ayant conscience de la présence de Hans parmi les assistants de l'atelier, il se passa un long temps avant qu'il ne fît autre chose que hocher la tête en voyant son travail dont l'esprit et la sensibilité étaient si éloignés du sien. » Tony Burks écrit au sujet de cette proximité étonnante à première vue et du soutien que Hans Koper et Luzi Rai vont recevoir malgré tout à l'époque où l'école de Leach semblait si influente. Il va relever justement les propos d'un critique d'art influent, Carol Hobben, à l'occasion d'une exposition commune de Rai et de Koper. On est à l'automne
1950 à la galerie d'art Berkeley, à la Berkeley Gallery. Donc c'est une exposition qui va marquer les débuts, en tout cas, de la reconnaissance de l'originalité de leur travail. Dans son article à propos de l'exposition dans Art News and Review, Carol Hopgun, submergée par l'émotion, probablement parce qu'une exposition de poterie dans une galerie d'art était d'une rareté et que ce qui ne vous voyez n'était peut-être pas du tout conforme à ce qu'il attendait de la part de simples potiers, écrivait le modernisme, ici et là, une surprenante petite déformation aboutissant à une forme vraiment nouvelle, comme ces bols ronds à ouverture ovalisée. Si l'enthousiasme de Carol Hopgun s'exprime dans une prose confuse, du moins l'exposition de Berkeley ne passa-t-elle pas inaperçue et reçut-elle l'approbation de l'establishment. Vers 1948-1950, donc, la carrière de Hans Cooper et celle de Lucy Rae en Angleterre semblaient lancées. Notons toutefois que l'activité de production et de vaisselle domestique occupait une part non négligeable du temps de Lucy Rae et de Hans Cooper dans les années 1940 et 1950. Ce travail, plus sculptural, que Hans Cooper mettra en place dans ces années-là et que l'on repère désormais comme influencé par la sculpture de Brancusi et des sculpteurs anonymes des Cyclades, était bien souvent réalisé le soir à la force de sa détermination. En 1959, Hans Cooper va quitter l'atelier de Lucy Rae pour intégrer un atelier à la Digwell House, et donc c'est à Digwell que Hans Cooper pourra se consacrer pleinement à la sculpture. Tony Burks relate des propos qu'il aurait tenus à un de ses amis à Digwell. Ces propos nous montrent son positionnement face à ses contemporains en précisant bien son rapport à la céramique de Leech et au concept de fidélité aux matériaux attribués, en tout cas dans le domaine des beaux-arts, au sculpteur anglais Henry Moore. Donc vous avez une vue d'atelier ici. Hans révéla à Donald Brooks sa répugnance pour l'école orientale de poterie anglaise qui avait grandi autour de Bernard Leech et de Michael Cardew, et d'une manière générale son aversion pour la lourde poterie artisanale. Il chantait les louanges de sa vaisselle achetée dans les magasins populaires Woolworth. Il exprimait son incertitude quant à la doctrine de la fidélité aux matériaux de Henry Moore et la prouva en s'adjoignant l'aide de Donald pour fabriquer des moules à partir de pots tournés et les réaliser en ciment et en fibres de verre mélangées ou en bronze. Donald a décrit ses expériences. Il s'amusa avec les bronzes pendant quelque temps. Je ne crois pas qu'il en ait été entièrement satisfait. Il considérait que le procédé avait quelque chose d'artificiel. Il essaya de se réconcilier avec lui grâce à des arguments contre cette esthétique de la fidélité aux matériaux avec laquelle il n'avait jamais été vraiment d'accord. Son raisonnement était que l'art est essentiellement artificiel. Il admirait beaucoup Mondrian et les positions qu'il prenait. Il maintenait que nature et art étaient totalement séparés, de sorte qu'il ne lui semblait pas avoir d'objection théorique à faire une pièce par tournage et à la perpétuer par coulage. Ce côté artificiel le séduisait. Je pense que simplement, il n'aimait pas une surface qui n'avait pas la texture et le fini, la délicatesse qu'il voulait. La surface de ses peaux devait posséder cette immense subtilité. C'était là un point essentiel, cette glaçure qui n'était pas une glaçure et cette couleur qui n'était pas une couleur. Une chose qu'assurément on ne pouvait en aucun cas reproduire en bronze. On aura bien compris à quel point Hans Cooper est un artiste d'une grande indépendance d'esprit qui se positionne en vis-à-vis de ses contemporains, qu'ils viennent du milieu de la poterie ou de la sculpture. On sent aussi que dans l'expérience des pots en bronze, une sorte de preuve par l'expérience. Un artiste qui se questionne quant à la charge et l'importance du matériau dans son dialogue d'avec la forme. Ce sera résolument la céramique qui va l'emporter sur les autres matériaux. Tony Burks écrit sur le rapport particulier, parfois paradoxal, qu'Hans Cooper entretenait avec elle. Hans dira plus tard que la terre était le plus intraitable et le moins sensible des matériaux et qu'il n'avait jamais de plaisir à la travailler, contrairement à certains potiers et sculpteurs. Pourtant, en moins de 10 ans, il avait acquis un parfait contrôle de l'argile et utilisé à l'exclusion de tout autre moyen.
C'était pour lui une confrontation extrêmement dépouillée avec un matériau unique qui faisait apparaître chaque défaut et chaque marque de l'artiste. Hans Koper est venu à la poterie sans culture préalable de cette dernière, avec des références qui ne sont pas celles de la poterie, mais bien celles de la sculpture contemporaine qui se déploie à son époque, et en particulier celle de Brancusi. Et peut-être qu'aussi il ne se sent pas si à l'aise, si adhérent à l'image que la communauté de potiers véhicule à son époque. Quelles qu'en soient les raisons profondes, une des grandes originalités dans son approche de la céramique semble résider dans le fait qu'il questionne le matériau céramique en profondeur. Il n'est pas admis d'emblée, comme chez Leach, par exemple pour sa charge sensible, historique ou spirituelle. Peut-être est-ce à cet endroit du travail de Koper que l'on pourrait dire avec Glenn Adamson que le craft est une limite active, qui dans sa confrontation avec les beaux-arts enrichit l'un et l'autre. C'est un cheminement artistique qui semble aux antipodes de celui de Leach. Mais pourtant, l'incidence de Leach et la parution du livre du potier, que l'on pourrait considérer comme nulle, a priori sur une personnalité telle que celle de Hans Koper, et sur le développement de cette céramique contemporaine, n'est pas si mince qu'il n'y paraît. Peut-être, là, Hans Koper était peut-être une sorte de comète et qu'il s'agit du fait que Hans Koper soit un cas si à part. Mais malgré tout, quand on regarde de plus près la biographie de Lutzi Rai, avec laquelle il aura tant partagé, la réception de certaines approches de Leach ou l'incidence de son action pour la poterie en Angleterre apparaît moins simple à balayer. Lutzi Rai était donc de 20 ans l'aîné de Hans Koper, et donc de son nom de naissance Lucy Gompers. Elle est née à Vienne en 1902 dans une famille juive très aisée. Elle suivit sa formation artistique durant une période d'intense émulsion artistique, celle de la sécession viennoise, dans une école d'importance, l'école des arts décoratifs de Vienne. Après son mariage, en 1936, avec Hans Rai, elle poursuit son activité de potière et fut reconnue internationalement pour ce dernier. L'approche de la Seconde Guerre mondiale et l'antisémitisme grandissant, comme l'écrira Tony Burks à la fin des années 30, il devient évident qu'elle et son mari devaient partir. En 1938, elle quitte sa vie confortable et se réfugie en Angleterre, accueillie par un réseau viennois désireux d'aider leurs compatriotes et bien insérés malgré les affres de la guerre. Lutzi Rai y est rapidement présentée à Muriel Rose de la Little Gallery, qui à son tour la présente à Bernard Leach dès 1939, et avec qui une amitié profonde va se tisser. Toutefois, l'accueil reçu par Lutzi Rai ne fut pas des meilleurs. Tony Burks note: cette rencontre et l'amitié qui en résulta furent d'une immense importance pour Lucy, personnellement et professionnellement. Malgré des certificats et des prix obtenus dans au moins 4 expositions internationales dans les années 30 en Europe, et malgré une exposition à Londres en 1934, sa réputation cosmopolite de potière venue du continent européen existait à peine. Elle laissa l'Angleterre de marbre, s'effaçant complètement avant qu'elle ne le reconstruise dans son pays d'adoption. C'est difficile à imaginer, mais quand elle rencontra Bernard Leach, ses réussites antérieures de potière ne comptaient plus. Il n'avait jamais entendu parler ni d'elle ni de son travail, mais il était manifestement attiré par l'élégante jeune femme viennoise qui réagissait chaleureusement à ses marques particulières d'érudition. Elle lui montra quelques-uns de ses pots viennois que, pour ce genre d'occasion, elle transporta dans une valise. Il ne trouvait rien de vraiment positif à dire sur sa céramique, laquelle devait le déconcerter. C'était émaillé trop épais, tourné trop fin, ça ressemblait trop à du grès, pas assez proche du grès, sans humanité, sans humilité. Assez désespérant pour Lucy, qui était loin d'ignorer la réputation de Leach. Pourtant, il était clair qu'il souhaitait en savoir plus sur cette réfugiée qui l'intriguait, et bientôt, il lui demanda de venir à sa poterie lui rendre visite. On comprend la stimulation d'une telle amitié, mais qu'il aura également fallu à Lutzi Rai de la détermination pour poursuivre dans sa propre voie au contact d'une personnalité comme celle de Leach. Tony Burks va remarquer à ce titre
que dans les années 1940, une période où Lützi-Rheil sembla avoir été imprimée par le style Leach, produisant des contenants plus lourds, grossiers, émaillés par trempage, le pied non émaillé qu'on lui connaissait que peu. À la sortie de la guerre, les directions de son travail se transforment. À cette période, les recettes du livre du potier de Leach sont utilisées comme base pour une nouvelle approche de la haute température, pour laquelle Lützi-Rheil choisit d'acheter un nouveau four électrique. Tony Burks écrit en 1948, les choses évoluèrent. Lucie et Hans avaient ensemble élaboré un choix de vaisselle de table qui ne devait rien à la tradition et était à la fois fonctionnel et innovant. Des saladiers avec un bec verseur largement étiré sur le côté étaient d'une conception si simple qu'il est difficile de croire qu'ils n'avaient aucun précédent. Elle commanda un four à haute température, investissement majeur, et ce four volumineux qui occupa presque le quart de son atelier fut installé avec l'aide de Hans Koper. Comme c'était un four électrique, il n'atteignait pas tout à fait la température nécessaire pour la plupart des glaçures de Leach, données dans son Potter's Book, c'est-à-dire 1300 degrés. Aussi, dès le départ, fallut-il improviser et expérimenter. On imagine facilement l'excitation à l'atelier quand cet énorme équipement commença avec réticence à produire ses résultats. Mais dans l'hiver 1948-49, Lucie décida de partir, seule en vacances de ski, en Suisse, et pendant son absence, Hans et Jump Dernbach tentèrent une cuisson clandestine dans le nouveau four. Tout fut surcuit et abîmé, y compris leur propre peau. Lucie ne perdit pas de temps à modifier les glaçures de Leach pour qu'elles correspondent à la température qu'elle pouvait obtenir. Elle s'arrangea pour que toutes les glaçures se vitrifient à 1260 et ne s'écarta jamais de cela. L'influence de Leach et de la lecture de son livre est ici palpable. La cuisson haute température, avant l'atelier d'Albion News utilisait de la faïence, l'utilisation donc des recettes de Leach. Il ne faut pas oublier que ce livre de Leach est aussi un manuel technique, voire qu'il n'a été acheté par les céramistes presque que pour cela, et aussi l'utilisation de anse en bambou. Et pourtant, à cette même période, peut être rassuré par la confiance de Hans Koper, les pots de Lucie s'allègent. Ce qui était devenu plus lourd, plus rustique, conforme au goût de Leach. C'est à cette époque que le sgraffite se manifeste dans son travail, stimulé par le contact de poteries de l'âge du bronze aux motifs incisés. La reconnaissance s'ensuivit. On ne peut analyser le travail de Hans Koper ou de Lützi-Rheil comme simplement un travail exigeant sur la seule recherche de formes pures, essentielles, qui se distinguent d'emblée des formes plus rustiques rencontrées chez les orientalistes. Il constitue en effet une véritable recherche d'un mode d'expression propre aux matériaux céramiques, mais dans des grammaires bien différentes et audacieuses. Il va sans dire que les techniques céramiques utilisées sont intimement liées à la recherche, et en cela, les techniques utilisées par Rheil et par Koper, couplées à l'approche particulière de la terre, notamment par Hans Koper, et de la cuisson et de l'émaillage par Lützi-Rheil, se distinguent de nombreux potiers de l'époque. Il n'est pas le lieu ici de rentrer profondément dans l'œuvre de Koper et de Rheil, mais il convient toutefois d'en préciser certaines grandes directions qui en constituent des manifestations puissantes et les manifestations d'une approche profonde, d'une adhésion entre matériaux et formes. On a pu le comprendre déjà avec Hans Koper dans l'exemple significatif de l'expérience des pots en bronze qui ne pouvait finalement pas accueillir l'intention de l'artiste, mais dans l'intérêt, on l'a vu, c'était la dynamique du questionnement que cette expérience sous-tendait. Pour Rheil, on pourra percevoir un même absolu. En 1967, dans un essai au sujet du travail de Lützi-Rheil, George Wingfield Digby écrit « La transformation de la pierre, de la terre, de l'eau et du feu se ressent dans la pièce finie ». Je ne voudrais pas signifier par là que cette recherche d'adhésion entre la matière et le corps n'est pas coutume dans le travail de tout potier, mais que chez Koper et Rheil, elle aura atteint une intensité certaine. Pour parvenir à ressentir cette sorte de fusion des matières premières à l'œuvre, les techniques mises au point par Rheil dans leur technicité et leur singularité sont admirables, et notamment en ce qu'elles manifestent une réaction particulièrement adéquate et stimulante à la contrainte.
La monocuisson, adoptée par Rai et ensuite par Cooper, résulte à première vue d'une économie nécessaire en ces périodes de crise économique. Mais pourtant, elle ne quittera pas les deux céramistes et deviendra un des constituants de leur travail. On imagine la fragilité de la manipulation, la difficulté de l'émaillage, réalisée pour toutes les pièces de Rai au pinceau, et aussi compte tenu de la finesse des surfaces qu'elle tourne assez longuement, sgraffitées à l'aiguille patiemment. Le résultat est cette fusion de l'émail et du corps renforcée par un tournage savamment non centré, avec peu d'eau, qui donne toute sa puissance au mouvement de naissance du pot sur le tour, dans son expansion vacillante, dans son ouverture à l'espace et aux énergies qui l'ont traversé et semblent encore l'irradier. Il y a en ce sens une sorte de sincérité dans le travail de Rai et de Cooper. Le travail ne ment pas, parce qu'il accueille les contraintes comme identité du matériau et les énergies que l'œuvre traverse comme un mouvement dont le sentiment doit se poursuivre dans la pièce finie. Cette sincérité était agie de façon bien différente par Leech et ses émules via une certaine robustesse ou encore via les piénos émaillés qui disent le matériau premier, celui du tesson, sous-entendent l'épreuve du feu. Il va sans dire que Rai et Cooper auront inscrit leur travail céramique dans une recherche dont les tenants ne sont pas si familiers d'avec la production potière. Une céramiste française, Francine Delpierre, alors âgée de 43 ans, passera en 1956 quelques mois dans l'atelier de Lutzy Rai à l'occasion de la préparation de son exposition à la galerie Primavera, donc la galerie d'Henri Rothschild. Il la présente à la même époque à Bernard Leech. Leech et Francine Delpierre deviennent amies, même jusqu'à exposer ensemble, et tout porte à croire qu'elle fut l'intermédiaire entre Leech et la France à l'occasion de l'exposition, notamment à l'occasion de l'exposition collective réunissant Francine Delpierre, Soji Hamada, Bernard Leech, Daniel de Montmolin, Antoine Devinck au château de Ratilly à l'été 1962. Cette exposition aura certainement assis la connaissance du travail de Bernard Leech et l'existence de son livre en France. Dans le catalogue de l'exposition du Musée des Arts Décoratifs, François Maté écrit au sujet de la sélection réalisée par Norbert Pierlot pour l'exposition de Ratilly. Cette sélection, réalisée d'abord à Ratilly par Norbert Pierlot, avait le mérite de révéler pour la première fois au grand public la diversité des recherches actuelles d'un art qui cherchait son autonomie. Quand Francine Delpierre rencontre Bernard Leech en Angleterre, elle avait déjà lu le livre du potier dans sa version originale vers 1950. Les archives de Bernadette Lotte datant de la préparation de la traduction française mentionnaient une traduction qu'elle aurait réalisée et qui aurait été perdue à sa mort. Antoine Gournay, à propos de l'importance qu'a revêtue cette lecture, écrit « À la lecture de l'ouvrage, celle-ci avait acquis la certitude que la céramique pouvait, au même titre que les autres arts, être bien plus que le produit et le reflet d'une société, et constituer une forme d'expression personnelle et individuelle. » Pourtant, comme Lutzy Rai, la pratique de la terre de Francine Delpierre était différente que celle que Leech considérait. Notamment, elle ne tournait pas mais modelait ses pièces. Ce grand vase à 6 lobes, dit « défi » à Bernard Leech, nous montre bien la stimulation qu'une telle rencontre a pu susciter. Il s'agissait là d'un clin d'œil aux formes pratiquées par Leech, autour, et voire d'une légère provocation aux propos de Leech qui sous-tend dans son livre du potier que rien de bon ne peut sortir du serpentin, plutôt du colombin. Pour reprendre les mots de François Maté, cette recherche de l'autonomie se faisait aussi à l'intérieur même de la pratique. Cette recherche reste bien évidemment à étendre au-delà des céramistes proches de Leech, là où il est bien difficile de distinguer la personnalité de l'homme et son rayonnement du livre. Mais si il faut au moins en tirer quelques conclusions, on aura compris que l'influence de Leech aura été un stimulant d'une puissance étonnante, dans la mesure où elle aura permis à cette nouvelle génération de se positionner, de trouver justement cette autonomie, se positionner parfois en contre et parfois avec, mais pas que. La parution du livre du potier aura élargi cette image de la céramique comme un médium capable de porter une recherche profonde et la poterie comme une vocation qui forçait le respect
par une forme d'ascèse qui lui était associée. Son accueil par la jeune génération aura déclenché des réactions complexes, parfois antagonistes, qui ont stimulé en profondeur cette recherche d'autonomie. Citons, en guise de conclusion, Tony Burks, potier et écrivain à qui on confia en 2003 la préface de la nouvelle publication du livre du potier par les éditions des Ateliers d'Art de France. Cela m'a surpris d'être celui à qui la revue de la céramique s'adresse pour écrire l'introduction à cette nouvelle publication du XXIe siècle. Avec l'âge, nous devenons plus modérés, car mon premier livre sur la poterie, je l'ai publié en 1967, était écrit en opposition à Leach. Ma génération de potiers s'était rebellée contre ce que nous ressentions comme les contraintes d'un lien artificiel qui voulait rapprocher les traditions orientales et occidentales et refuser toute expérimentation et tout procédé artistique. À l'époque, nous nous rebellions contre le fonctionnalisme. Peut-être avais-je alors oublié que c'était le livre du potier de Leach qui, en premier, m'avait conduit à la poterie. Voilà. Je vous remercie pour votre attention. Excusez-moi, j'ai un peu couru après mes paroles et ça a dû être quelque chose de l'ordre d'une litanie pour vous. Mais quelle performance! Merci beaucoup, Elisabeth. Ça donne envie de voir la suite, mais c'est très, très, très dense. Est-ce qu'on a le temps pour quelques questions ou pas? Si vous en avez? Oui? Je sais pas. Est-ce que quelqu'un a une question? Ridou? Sinon, je suis là demain aussi. Vous savez. C'est vrai qu'on va discuter demain, mais... Oui, mais c'est pas enregistré. Non, mais là, attends, je suis pas hyper à l'aise. Ah, super. En fait, tout ce que vous évoquez là, il y a les mêmes enjeux aujourd'hui qui se posent. Enfin, je veux dire, moi, je pratique que le tour. On n'apprend pas aux étudiants ici à faire du tour. On reconnaît pas la pratique du tour comme une pratique sculpturale. On l'enferme encore dans la fonctionnalité. Donc, en fait, je me questionne sur comment, à travers toute cette histoire qui est juste hyper enrichissante et tous les artistes tous les artistes potiers qui sont passés dans l'histoire, comment ça se fait que ça n'a toujours pas été ancré et qu'il y a un manque de reconnaissance juste flagrant. Alors, en fait, je pense à ça en vous le demandant. Il y a Stéphanie Le Foli Kadida, je sais pas si vous voilà, bien sûr, qui a fait une conférence ici il y a 2 ans et qui parlait du rapport aux codifications sociales françaises qui empêchent une acception hyper élargie de la céramike sur notre territoire et qui n'est pas le cas, ce qui n'est pas le cas à l'international. Et du coup, je me demande si c'est uniquement ça, enfin uniquement, c'est déjà énorme, mais s'il y a d'autres enjeux, enfin, qu'est-ce que vous en pensez de... Ah oui, je pense que effectivement Stéphanie Le Foli Kadida le dit avec beaucoup de pertinence. Ce rapport à une culture qui n'est pas prête à accueillir ça. Tu vois, en Angleterre, avec les penseurs du art and craft, avec William Morris, Ruskin, ce rapport à l'artisanat, et tu vois, on n'a pas le même, nous, en France. On ne peut pas comprendre ce rapport-là. Mais aussi, et ça, je pense que je vais revenir, j'ai comme essayé de botter un peu en touche, mais pas vraiment. Tu vois, il y a ces propos de Rosalind Krauss qui sont finalement assez éclairants. Elle représente cette branche de la culture trop intime, trop fonctionnelle, trop archaïque pour que le terme sculpture puisse lui être appliqué. Donc, tu vois, c'est peu... Ouais, donc on y revient. Voilà. Mais je ne peux pas dire mieux que Stéphanie, je crois. Mais je pense que voilà, et on voit aussi que c'est cloisonné aussi, là on est aux États-Unis, et pourtant il y a une vraie culture des art and craft aux États-Unis, et pourtant, voilà. Et en plus la terre, voilà. Et je le montrais, il y a une citation d'Oliver Watson qui montre aussi, et là en Angleterre, qu'il y a des questions de classe, des rapports de classe sociale pour se salir les mains. Enfin, tu vois, la terre, elle est toujours ça, tu vois, profondément salissante.
Et en même temps, c'est une sorte de base, donc de tout. Il faut lire Bachelard, c'est vachement bien. Je te dirai demain. Est-ce qu'il y a une autre question? C'est bon? On clôt du coup? On clôt. Ouais. Ben merci, Elisabeth. Merci. Merci.